Sherlock Holmes et l'affaire du cercueil qui flottait, un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Une aube très particulière. Le brouillard qui enveloppait Londres en cette grise matinée de novembre 1891 était si dense que même les familiers réverbères de Baker Street n'apparaissaient que comme de simples fantômes dans l'obscurité. Je m'étais levé tôt, comme à mon habitude lorsque l'humidité aggravait ma vieille blessure afghane, et je tentais de me plonger dans la lecture des journaux du matin lorsqu'un coup violent à notre porte rompit le silence paisible de notre logement. « Mon Dieu, Holmes !» m'exclamai-je en jetant un coup d'œil à mon compagnon, immobile sur sa chaise, les doigts croisés sous le menton, dans cette attitude de profonde contemplation que je connaissais si bien. Qui peut bien venir à une heure aussi indécente ? Sherlock Holmes ouvrit lentement ses yeux gris, comme s'il émergeait d'un lointain royaume de pensée, et me fixa avec ce regard pénétrant qui ne manquait jamais de me donner l'impression qu'il pouvait lire le contenu même de mon âme. « Un pis, Watson ? Il est plus de 7 heures, et j'ose dire que notre visiteur arpente la rue depuis près d'1 heure, rassemblant le courage de monter nos 17 marches. L'urgence avec laquelle il frappe suggère une affaire d'une gravité considérable, même si je soupçonne que son hésitation ne provient pas d'un doute sur l'importance de son affaire, mais plutôt d'une incertitude quant à la crédibilité de son récit extraordinaire. Avant que je puisse lui demander comment il était arrivé à des conclusions aussi précises sur une personne qu'il n'avait pas encore vue, la voix de Madame Hudson résonna dans la cage d'escalier, suivi du bruit de pas lourds et précipités dans nos escaliers. « Monsieur Holmes, monsieur, » dit-elle d'une voix légèrement haletante, « un inspecteur Bradshaw de la division de la Tamise est ici pour vous voir. Il dit que c'est très urgent, monsieur. »« Faites-le monter, Madame Hudson, » lança Holmes en se levant avec cette grâce féline qui marquait chacun de ses mouvements. « Et peut-être pourriez-vous nous apporter un peu de votre excellent café. J'ai le sentiment que nous en aurons besoin. » L'inspecteur Bradshaw entra dans notre salon tel un homme poursuivi par des démons. C'était un gaillard robuste, d'âge mûr, au teint hâlé, comme celui qui passe ses journées sur la rivière, et son uniforme portait les marques évidentes d'une mise en place précipitée. Son regard, habituellement fixe comme il sied à sa profession, parcourait notre pièce avec l'énergie nerveuse d'un animal pris au piège. « Monsieur Holmes, » commença-t-il sans préambule, « je suis venu vous voir parce que, franchement, je suis à bout de nerfs. Ce que j'ai vu ce matin défie toute logique, et si je le rapportais à mes supérieurs sans explication, ils me feraient probablement interner à Bedlam. » Holmes fit un geste vers notre meilleure chaise, mais Bradshaw resta debout, ses mains travaillant nerveusement sur le bord de sa casquette officielle. « S'il vous plaît, inspecteur, » ai-je interrompu, « asseyez-vous et reprenez vos esprits. Quoi qu'il se soit passé, vous ne trouverez ici aucun jugement, seulement de l'aide. »« C'est la rivière, messieurs, » dit Bradshaw, acceptant enfin la chaise, mais se perchant sur son bord, prêt à fuir à tout moment. « Il s'est produit quelque chose d'impossible sur la Tamise, et j'ai 3 témoins qui le jurent, même si je peux à peine leur accorder foi. » Holmes s'était approché de la fenêtre et contemplait la rue enveloppée de brouillard en contrebas. « La Tamise est connue pour livrer bien des secrets, inspecteur. Quelle impossibilité particulière nous a-t-elle présentée aujourd'hui ? Un cercueil, monsieur Holmes, un véritable cercueil funéraire flottant à la verticale sur l'eau près du London Bridge à l'aube, avec ce qui semblait être un homme debout dessus, appelant à l'aide. » J'avoue que j'ai failli m'étouffer avec mon thé du matin à cette déclaration, mais Holmes s'est simplement détourné de la fenêtre, les sourcils levés avec intérêt plutôt qu'avec scepticisme. « Debout dessus, dites-vous ? Pas accroché ni allongé dessus, mais debout ? » « C'est ce que mes hommes m'ont rapporté, monsieur. 3 témoins distincts, tous sobres et de bonne réputation. Ils ont vu clair comme de l'eau de roche, malgré le brouillard. Un homme vêtu de noir, debout sur un cercueil flottant, agitait les bras comme pour appeler à l'aide. « Et qu'est-il advenu de cette apparition miraculeuse ?» demanda Holmes en s'installant dans son fauteuil et en allumant sa pipe avec un calme délibéré. Ici, le sang-froid de l'inspecteur Bradshaw se brisa complètement.
C'est justement ça, monsieur Holmes. Le temps que nous sortions un bateau pour enquêter, il n'y avait plus rien. Pas de cercueil, pas d'homme, rien que l'eau sombre qui coulait vers la mer. Mais il marqua une pause, fouillant dans la poche de son manteau. Nous avons trouvé ceci, échoué sur le talus à moins de 50 mètres de l'endroit où l'observation a eu lieu. Il sortit un petit objet imbibé d'eau, enveloppé dans son mouchoir. Le déballant d'une main tremblante, il révéla une plaque signalétique en laiton, vernie par le temps et l'eau de la rivière, mais encore parfaitement lisible. Sur celle-ci, en écriture élégante, étaient engravés les mots suivants: Edward Mortimer Ashford, 1823 à 1889. Repose en paix. Holmes accepta la plaque signalétique avec la révérence que l'on pourrait montrer à une relique sacrée, l'examinant à travers sa loupe avec une attention minutieuse. « Fascinant, murmura-t-il. Inspecteur, je suppose que vous avez déjà enquêté sur M. Ashford ? En effet, monsieur. Edward Ashford était un marchand prospère, décédé il y a 2 ans de cause naturelle. Il a été enterré au cimetière de Highgate avec toute la cérémonie requise. Sa veuve vit toujours et possède une belle maison à Belgravia. Une famille tout à fait respectable, sans la moindre trace de scandale ni d'irrégularité. Pourtant, sa plaque signalétique se retrouve dans la Tamise, accompagnant ce qui semble avoir été une évasion de son repos éternel, observa Holmes. Dites-moi, inspecteur, à quelle heure précise cette observation a-t-elle eu lieu ? Juste après l'aube, monsieur. Mon agent l'a signalé à 6h47, pour être exact. Holmes consulta sa montre de poche. Et vous êtes venu directement ici ? Après un bref arrêt à la gare pour vérifier les informations concernant M. Ashford ? Oui, monsieur. Monsieur Holmes, je travaille à la division de la Tamise depuis 15 ans. J'ai repêché des corps dans cette rivière, vu des choses qui feraient déblanchir les cheveux d'un homme moins doué. Mais je n'ai jamais rien vu de tel. Un homme ne peut pas se tenir debout sur un cercueil flottant sur la Tamise. Les lois de la physique sont impossibles. Pourtant, 3 témoins dignes de foi jurent avoir vu exactement cela. La physique, inspecteur, est bien plus souple qu'on ne le pense, répondit Holmes d'un ton énigmatique. Mais ne rejetons pas trop hâtivement les preuves de nos sens. Vous avez mentionné 3 témoins. J'aimerais leur parler. Ils attendent à la gare, monsieur. J'ai pris la liberté de leur demander de rester disponibles, pensant que vous souhaiteriez peut-être les interroger vous-même. Excellente prévoyance. Holmes se leva et se dirigea vers notre armoire à manteaux. Watson, j'espère que vous m'accompagnerez dans cette curieuse enquête. J'étais déjà en train de prendre mon chapeau et mon manteau. La nature particulière de l'affaire avait captivé mon imagination, et je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Une dernière question, inspecteur, dit Holmes alors que nous nous préparions à partir. Le brouillard ce matin était-il particulièrement épais près de London Bridge ? Épais comme de la soupe aux pois, monsieur Holmes. On voyait à peine à 3 mètres dans toutes les directions. Curieux alors que 3 témoins distincts aient une vision aussi nette de notre mystérieuse apparition, murmura Holmes, plus pour lui-même que pour nous. Très curieux, en effet. Alors que nous descendions les escaliers du 221B Baker Street et émergions dans le brouillard matinal, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous nous embarquions pour l'une des aventures les plus singulières de notre longue collaboration. Derrière nous, le confort familier de notre logement se fondait dans la grisaille, tandis que devant nous s'étendaient les eaux sombres de la Tamise et un mystère qui semblait remettre en question les fondements mêmes de la pensée rationnelle. Le fiacre que l'inspecteur Bradshaw avait fait attendre nous conduisit à travers des rues si épaisses de brouillard que notre progression fut forcément lente. Le claquement des sabots du cheval résonna étrangement dans l'air étouffé, et plus d'une fois notre chauffeur fut contraint de crier l'alarme aux autres véhicules qui surgissaient soudain de la grisaille tels des navires sortant d'une tempête. « Holmes !» ai-je osé demander tandis que nous nous balancions ensemble dans l'espace confiné du taxi. « Que pensez-vous de cette affaire ? Il doit sûrement y avoir une explication rationnelle à ce que ces hommes ont vu. » Mon compagnon resta silencieux un long moment, son profil pointu à peine visible dans la faible lumière qui pénétrait notre véhicule.
Il y a toujours une explication rationnelle, Watson, dit-il enfin. La question est de savoir si nous avons suffisamment d'imagination pour l'apercevoir. Un cercueil flottant sur la Tamise est inhabituel, mais pas impossible. Un homme debout sur un tel cercueil est, comme l'a justement noté l'inspecteur Bradshaw, physiquement improbable. Mais 3 témoins fiables ont-ils vu un tel événement clairement à travers un épais brouillard? Il secoua lentement la tête. Cela, mon cher ami, suggère soit une hallucination collective, soit une tromperie délibérée. Et d'après mon expérience, les hallucinations laissent rarement des traces de coups. À l'approche de la gare de la Tamise, le brouillard commença à se dissiper, laissant entrevoir le grand fleuve couler sombrement sous le London Bridge. Même dans la lumière grise du matin, la Tamise possédait une majesté qui ne cessait de m'émouvoir, même si aujourd'hui ses eaux troubles semblaient receler des secrets plus mystérieux que d'habitude. L'inspecteur Bradshaw se pencha en avant sur son siège. « Voilà, monsieur Holmes, c'est à peu près là que l'observation a eu lieu. » Il désigna une section de la rivière près de la pile nord du pont. Le courant coule vers l'est, vers la mer. Quel que soit notre mystérieux cercueil, il aurait dû être emporté par le courant. Holmes examina l'eau avec une concentration intense, comme s'il pouvait en deviner les secrets par la seule force de l'observation. La marée, inspecteur, était-elle montante ou descendante au moment de l'observation? Je sors, monsieur. Le temps s'est estompé depuis près de 2 heures. Alors notre cercueil, s'il avait existé, aurait bel et bien été emporté par la mer, comme vous le suggérez. Holmes se rassit dans son siège, mais je voyais son esprit s'agiter furieusement derrière ses yeux gris perçants. Allons, écoutons ce que ces témoins ont à nous dire. La vérité a une façon de se révéler, même sous le manteau de l'impossible. Chapitre 2. Le récit des témoins. Le commissariat de la division de la Tamise était un solide édifice en briques, perché sur le quai, telle une sentinelle vigilante, ses fenêtres donnant sur l'étendue grise du grand fleuve londonien. Tandis que l'inspecteur Bradshaw nous guidait dans ces couloirs austères, le bruit de nos pas résonnait avec une résonance sourde, qui semblait souligner la gravité de notre enquête singulière. Les témoins sont dans la salle d'interrogatoire, nous informa Bradshaw en s'immobilisant devant une lourde porte en chêne. Je leur ai demandé d'attendre séparément afin que leur témoignage ne s'influence pas. Mais j'ai pensé que vous préféreriez les interroger ensemble d'abord, afin d'observer leurs interactions. Tout à fait, approuva Holmes. La dynamique de groupe en dit souvent plus que les témoignages individuels, aussi honnêtes que puissent se croire les témoins. L'inspecteur ouvrit la porte et découvrit 3 hommes assis autour d'une simple table en bois, leurs visages affichant des expressions plus ou moins perplexes et mal à l'aise. Ils se levèrent à notre entrée, et je compris immédiatement pourquoi Bradshaw les avait décrits comme des témoins fiables. Ils possédaient l'allure solide et sans prétention des honnêtes travailleurs. « Messieurs, » annonça l'inspecteur Bradshaw, « voici monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. Monsieur Holmes a accepté de nous aider à comprendre ce dont vous avez été témoin ce matin. » L'aîné des 3, un homme aux cheveux grisonnants et aux mains calleuses de batelier, s'avança. « Thomas Whitmore, monsieur, » dit-il en touchant respectueusement sa casquette. « Je travaille sur la Tamise depuis 30 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel que ce matin. » Ses compagnons acquiescèrent solennellement. Le deuxième homme, plus jeune mais avec le même teint hâlé qui caractérisait ceux qui gagnaient leur vie dans la rivière, se présenta comme étant James Fletcher. Le troisième, un homme mince et nerveux au teint pâle d'un employé de bureau, se présenta comme étant Monsieur Harold Pemberton. « Monsieur Pemberton, » observa Holmes, « vous semblez exercer une profession différente de celle de vos compagnons. Qu'est-ce qui vous a amené à la rivière à une heure aussi matinale ?» Pemberton rougit légèrement. « Je travaille comme commis chez messieurs Whitman et associés, monsieur. Une banque de la City. Je souffre d'insomnie ces derniers temps, et mon médecin m'a recommandé des promenades matinales le long du quai. Il m'a dit que l'air frais pourrait me calmer. Et vous, messieurs ?» s'adressa Holmes aux 2 bateliers. « Nous nous préparions à emmener une équipe de géomètres en amont, » expliqua Whitmore. Des fonctionnaires mesuraient la profondeur de la rivière pour un nouveau projet de construction. Nous préparions le bateau quand nous avons vu,
ce que nous avons vu. Holmes s'installa sur une chaise en bois, son attitude étant plus encourageante qu'intimidante. J'aimerais que chacun d'entre vous décrive l'incident avec ses propres mots, en commençant par M. Whitmore, l'observateur le plus expérimenté présent. Whitmore s'éclaircit la gorge nerveusement. « Eh bien, monsieur, l'aube était passée, le brouillard était épais, comme vous voulez. James et moi vérifions notre équipement quand nous avons entendu ce bruit, comme un appel à l'aide, mais lointain, étouffé par le brouillard. Nous avons levé les yeux et c'était là, aussi clair que je suis assis ici. »« Qu'as-tu vu exactement ?» demanda doucement Holmes. « Un cercueil, monsieur. Un véritable cercueil funéraire, noir comme la poix, flottant à la verticale dans l'eau à une 50aine de mètres du quai. Et debout dessus, aussi audacieux que les reins, se tenait un homme en vêtements sombres, agitant les bras et criant. » Fletcher hocha vigoureusement la tête. « C'est exactement ce que j'ai vu, monsieur Holmes. Le cercueil flottait à la verticale, comme s'il était lesté, et l'homme se tenait dessus, stable comme sur la terre ferme. Pourriez-vous distinguer quelques détails de l'apparence de cet homme ? Demanda Holmes. Pas son visage, monsieur, répondit Fletcher. Le brouillard était trop épais pour ça. Mais il était grand, vêtu de ce qui ressemblait à un manteau sombre, peut-être un haut de forme. Il semblait en détresse, agitant les bras et criant, même si nous ne pouvions pas bien distinguer ses paroles. Holmes se tourna vers Pemberton. « Et votre compte, monsieur ?» L'employé se tordait les mains nerveusement. « Je marchais le long du quai, essayant de me calmer, quand j'ai entendu du vacarme. Ces messieurs criaient et pointaient du doigt. Alors j'ai regardé là où ils indiquaient quelque chose. J'ai vu exactement ce qu'ils décrivaient, un cercueil flottant sur la rivière, avec un homme debout dessus. C'était la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. »« Combien de temps cette apparition est-elle restée visible ?» demanda Holmes. « Pas plus de 2 ou 3 minutes, répondit Whitmore. J'ai couru chercher de l'aide, et quand je suis revenu avec l'agent Morrison, il n'y avait rien, juste la rivière qui coulait normalement. » Holmes se renversa dans son fauteuil, ses doigts formant ce clocher familier sous son menton. « Messieurs, je vous demande de bien réfléchir à ce que vous me dites. Vous suggérez qu'un cercueil en bois, qui aurait dû, selon toutes les lois naturelles, chavirer immédiatement sous le poids d'un homme, est resté suffisamment stable pour que cet homme puisse se tenir debout dessus dans les eaux vives de la Tamise. Cela vous paraît-il physiquement improbable ? » Les 3 témoins échangèrent des regards gênés. Finalement, Whitmore prit la parole. « Monsieur, je comprends ce que cela laisse entendre. Si quelqu'un m'avait raconté une telle histoire, je l'aurais pris pour un fou ou un ivrogne. Mais je sais ce que j'ai vu, et c'est... » « Messieurs l'ont vu aussi. Quelle que soit l'explication, nous avons tous les 3 été témoins ce matin-là d'une chose qui défiait toute raison. Le brouillard, dit soudain Holmes. Vous avez mentionné qu'il était extrêmement épais. Pourtant, vous avez pu voir la scène suffisamment clairement pour en fournir une description détaillée. Comment expliquez-vous cela ? Fletcher se gratta la tête d'un air pensif. C'est étrange, maintenant que tu le dis. Le brouillard était épais partout ailleurs, mais il semblait plus clair autour du cercueil, presque comme s'il y avait un cercle d'air plus léger autour. Très intéressant, murmura Holmes. Et après la disparition de l'apparition, avez-vous remarqué autre chose d'inhabituel ? Des bruits, des mouvements sur l'eau, quoi que ce soit. Pemberton leva la main avec hésitation. Il y avait quelque chose, monsieur. Après la disparition du cercueil, j'ai cru entendre un bruit de rame dans l'eau, très faible, venant de l'aval. Mais le brouillard était si épais que je ne voyais rien. Le regard d'Holmes s'éclaira d'intérêt. « Des rames, dites-vous ? En êtes-vous certain ? » « Plutôt sûr, monsieur. J'ai moi-même ramé un peu dans ma jeunesse. C'était sans aucun doute le bruit des rames fendant l'eau, quoique très faible, comme si celui qui ramait essayait de ne pas se faire entendre. Fascinant. » Holmes se leva de sa chaise et se mit à arpenter la petite pièce, les mains jointes dans le dos. « Inspecteur Bradshaw, je suppose que vous avez interrogé l'agent qui a répondu à l'appel à l'aide de M. Whitmore ? » « En effet, monsieur. L'agent Morrison confirme qu'à son arrivée sur les lieux, il n'y avait rien de visible sur l'eau.
Il a cependant remarqué que le brouillard semblait se lever plus rapidement que d'habitude dans cette zone de la rivière. « La plaque signalétique que vous nous avez montrée, » continua Holmes, « où a-t-elle été trouvée exactement ? » « Échouée sur le talus, à une 50aine de mètres en aval de l'endroit où il a été aperçu, » répondit Bradshaw. « Un de mes hommes l'a repéré lors de nos recherches dans la zone. » Holmes s'arrêta et fixa les 3 témoins d'un regard pénétrant. « Messieurs, je vous invite à réfléchir attentivement à la question suivante. À un moment ou à un autre, pendant votre observation de l'incident, avez-vous vu ou entendu quelque chose qui pourrait suggérer la présence d'autres personnes dans les environs ? Un bateau peut-être, ou d'autres voix que celle de l'homme sur le cercueil ? » Les 3 hommes y réfléchissaient sérieusement. Finalement, Whitmore secoua la tête. « Rien, monsieur. Juste l'homme sur le cercueil qui appelait à l'aide. Et pourtant, songea Holmes, monsieur Pemberton a entendu le bruit des rames après la disparition de l'apparition. Cela suggère que quelqu'un d'autre était bien présent, mais dissimulé par le brouillard. » Il se tourna vers la fenêtre, contemplant la rivière grise. « Dites-moi, inspecteur, a-t-on signalé des pillages de tombes à Londres récemment? Des troubles dans les cimetières ?» Bradshaw fronça les sourcils. « Pas à ma connaissance, monsieur, mais je pourrais me renseigner. »« Je vous en prie. J'aimerais visiter le cimetière de Highgate pour examiner la tombe de monsieur Ashford. Si un cercueil portant son nom flottait bel et bien dans la Tamise ce matin, nous devons déterminer s'il s'agissait bien de son cercueil ou d'une simple supercherie. » Je frissonnais, sans pouvoir dire si c'était à cause de l'air froid ou des implications des paroles de Holmes. L'idée que la dépouille mortelle d'Edward Ashford ait pu être dérangée était profondément troublante, mais l'alternative, que quelqu'un ait déployé des efforts extraordinaires pour créer une illusion, me semblait tout aussi troublante. « Il y a encore une chose, » dit Holmes en se retournant vers la salle. « J'ai remarqué que vous avez tous les 3 mentionné que l'homme sur le cercueil portait des vêtements sombres. Quelqu'un a-t-il remarqué d'autres détails? Sa couleur de cheveux, son âge approximatif, quelque chose de particulier dans son apparence ?» Fletcher leva la main avec hésitation. « J'ai cru voir quelque chose briller sur sa poitrine, monsieur. C'était peut-être une chaîne de montre ou un bijou, mais la distance et le brouillard rendaient difficile toute certitude. »« Et ses mouvements ?» insista Holmes. « Semblait-il naturel? Sa façon d'agiter les bras, sa posture ? » « Maintenant que tu le dis, » dit lentement Whitmore, « il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de bouger. Trop délibéré peut-être, comme un acteur sur scène, veillant à ce que ses gestes soient visibles depuis le dernier rang. » Holmes hocha la tête avec satisfaction. « Excellente observation, monsieur Whitmore. Ce détail pourrait s'avérer plus important que vous ne le pensez. » Alors que nous nous apprêtions à quitter le poste de police, l'inspecteur Bradshaw prit Holmes à part. « Qu'en pensez-vous, monsieur ? Ces hommes disent-ils la vérité ou ont-ils collaboré d'une manière ou d'une autre à cette histoire fantastique ?» Holmes jeta un coup d'œil aux 3 témoins, qui rassemblèrent leurs affaires avec les mouvements lents et délibérés d'hommes encore abasourdis par leur expérience extraordinaire. « Ils disent la vérité telle qu'ils l'aperçoivent, inspecteur. J'en suis certain. Quant à savoir si ce qu'ils ont perçu correspond à la réalité objective, c'est une toute autre question. » Il enfila ses gants avec la précision qui le caractérisait. « Venez, Watson, notre prochaine étape doit être le cimetière de Highgate. Si nous voulons résoudre le mystère du cercueil flottant, nous devons d'abord déterminer si Edward Ashford repose toujours paisiblement dans la case qui lui a été attribuée. » Tandis que notre fiacre nous transportait à travers le brouillard se dissipant progressivement vers le nord de Londres, je me suis retrouvé à réfléchir au cas le plus étrange que nous ayons jamais rencontré. 3 témoins fiables avaient témoigné d'un événement impossible, mais la plaque signalétique en laiton suggérait qu'il s'était produit quelque chose de véritablement extraordinaire. Ma raison me disait qu'il devait y avoir une explication logique, mais j'avoue que ces circonstances mystérieuses avaient éveillé en moi un malaise qu'aucun raisonnement ne pouvait dissiper. « Holmes, » dis-je alors que nous nous balancions ensemble dans le taxi, « croyez-vous vraiment que quelqu'un aurait pu déranger la tombe de M. Ashford ?» Mon compagnon resta silencieux un long moment, son profil de faucon se découpant sur la lumière grise du matin. « Je crois, Watson,
que nous avons affaire à quelqu'un doté à la fois d'une ingéniosité extraordinaire et d'un sens du spectacle. Reste à savoir si son but ultime est criminel ou simplement malveillant. Mais croyez-moi, avant la conclusion de cette affaire, nous découvrirons que la vérité est bien plus étrange que tout ce que nos 3 témoins ont imaginé voir flotter sur la Tamise. Chapitre 3. Le tombeau vide. Le cimetière de Highgate, même par les jours les plus ensoleillés, dégageait une atmosphère de majesté solennelle qui ne manquait jamais d'inspirer à la fois respect et inquiétude. En ce matin brumeux de novembre, tandis que notre fiacre gravissait la colline escarpée menant aux portes du cimetière, la nécropole victorienne apparaissait fantomatique à travers la brume, ses monuments élaborés, et ses anges imposants émergeant de la grisaille, tels des fantômes venus d'un autre monde. Impressionnant, n'est-ce pas, Watson ? Observa Holmes alors que nous approchions de l'entrée. Ici repose l'aristocratie funéraire du Londres victorien, chaque tombe témoignant de la fascination de l'époque pour les rituels de deuil élaborés et la grandeur architecturale. Le gardien du cimetière, un homme ridé du nom de Josiah Crowe, qui semblait avoir assimilé la dignité grave du lieu, nous accueillit à l'entrée avec une réticence évidente. L'inspecteur Bradshaw avait prévenu, mais il était clair que M. Crowe considérait notre mission avec un profond malaise. « Très irrégulier, messieurs, » murmura-t-il en nous guidant le long des sentiers sinueux entre les monuments. « En 40 ans d'entretien de ces lieux, je n'ai jamais eu la police à me demander d'examiner une tombe. Qu'aurait pu faire M. Ashford ? Il est mort et enterré depuis 2 ans. Nous enquêtons sur un incident susceptible d'impliquer la dépouille mortelle de M. Ashford, expliqua Holmes avec diplomatie. Je vous assure que notre enquête est menée avec le plus grand respect pour le défunt. Le visage buriné de Crowe devint encore plus troublé. Vous ne sous-entendez pas que quelqu'un a altéré la tombe ? Ce serait un sacrilège du plus haut niveau. C'est précisément ce que nous devons déterminer, répondit gravement Holmes. La tombe de la famille Ashford occupait une place de choix dans la partie la plus ancienne du cimetière, marquée par un impressionnant monument en marbre qui s'élevait à environ 3 mètres dans la grisaille matinale. L'obélisque central était flanqué de pierres tombales plus petites, marquant les lieux de repos de divers membres de la famille. Mais c'est la tombe la plus récente qui retint notre attention. Une parcelle rectangulaire soignée surmontée d'une pierre tombale en granit poli, portant l'inscription que nous connaissions si bien, Edward Mortimer Ashford, 1823 à 1889, repose en paix. Holmes s'approcha de la tombe avec la prudence respectueuse d'un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire, son regard perçant scrutant chaque détail du site. Je le suivis de près, ma formation médicale m'ayant habitué à la contemplation de la mortalité, même si, j'avoue, les circonstances de notre visite m'emplirent d'un étrange pressentiment. « Monsieur Crowe, » dit Holmes en brandissant sa loupe, « j'aurais besoin que vous me décriviez la cérémonie d'enterrement telle que vous vous en souvenez. Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans l'enterrement ?» Le jardinier retira sa casquette et la fit tourner nerveusement dans ses mains noueuses. Rien d'inhabituel, monsieur. Monsieur Ashford fut inhumé par une matinée grise de décembre 1889. Une cérémonie digne de ce nom, en présence de sa famille et de ses amis. Le cercueil était une belle œuvre, en acajou avec des ferrures en laiton, digne d'un gentleman de sa condition. Et la tombe est restée intacte depuis ce temps-là ? Absolument, monsieur. J'inspecte personnellement chaque tombe de ce cimetière chaque semaine. Tout signe d'interférence aurait été immédiatement apparent. Holmes avait examiné le sol autour de la pierre tombale avec une attention minutieuse, et maintenant il s'agenouillait près de la tombe, étudiant la terre avec sa lunette. Après plusieurs minutes d'observation intense, il se releva et essuya l'humidité de ses genoux. « Très intéressant, » murmura-t-il. « Watson, que remarques-tu sur l'état de cette tombe ? » J'ai examiné le site attentivement, fort de mon expérience de médecin et de collaborateur de longue date de Holmes. « Le sol semble en excellent état, » ai-je répondu. « L'herbe est bien établie et ne montre aucun signe de perturbation récente.
La terre ne présente aucune trace de fouille ni de remplacement. C'est exactement ma conclusion. Holmes se tourna vers Crowe. Dites-moi, monsieur, avez-vous pour habitude de tenir des registres détaillés de tous les enterrements célébrés ici? Bien sûr, monsieur Holmes. Chaque inhumation est consignée dans notre registre funéraire avec les informations sur le défunt, la date d'inhumation et l'emplacement de la tombe. J'aimerais examiner ces documents, en particulier tous les détails concernant le cercueil de M. Ashford et ses caractéristiques distinctives. Crowe nous a conduits au bureau du cimetière, un petit bâtiment en pierre près de l'entrée principale qui servait de centre administratif. Le registre des sépultures était un imposant volume relié en cuir contenant des décennies d'inscriptions méticuleusement consignées, chacune marquant le dernier repos d'une âme victorienne. Holmes trouva l'entrée pertinente avec l'efficacité qui le caractérisait et l'étudia avec une concentration intense. Nous y voilà. Edward Mortimer Ashford, 66 ans, inhumé le 15 décembre 1889. Cercueil. Acajou avec plaques signalétiques et ferrures en laiton, fourni par messieurs Hartwell et fils, entrepreneurs de pompes funèbres. Un dossier très complet, monsieur Crowe. Et la plaque signalétique en laiton? Demandai-je. Est-ce que ces objets sont généralement solidement fixés au cercueil? Oh oui, monsieur, répondit Crowe. La plaque signalétique serait fixée solidement avec des vis en laiton. Il faudrait une force considérable pour la retirer, et même ainsi les trous de fixation resteraient visibles. Les yeux de Holmes avaient étris cette lueur particulière que j'avais appris à associer au moment où il commençait à percevoir la solution d'une énigme. « Monsieur Crowe, je me demandais si vous pouviez nous autoriser à examiner la tombe de plus près. Je n'ai pas l'intention de troubler le repos de monsieur Ashford, mais j'aimerais employer certaines techniques qui pourraient révéler si la tombe a été altérée. » Le visage du gardien pâlit à cette suggestion. « Monsieur, je ne peux autoriser une telle action sans l'autorisation de la famille et des autorités compétentes. »« Bien sûr, » acquiesça Holmes sans hésiter. « Cependant, il existe des méthodes d'investigation qui ne nécessitent pas de fouilles. Avec votre permission, j'aimerais prendre certaines mesures et effectuer des tests sur la composition du sol. » Après de longues persuasions et la promesse qu'aucune profanation ne serait commise, Crowe accepta à contre-cœur de laisser Holmes mener son examen. Pendant l'heure qui suivit, mon compagnon employa diverses techniques issues de son vaste arsenal de méthodes d'investigation. Prélèvement d'échantillons de sol, mesure précise des dimensions de la tombe et examen du monument lui-même à la recherche de tout signe de perturbation. Très révélateur, annonça-t-il enfin en rangeant ses instruments. Watson, je crois que nous pouvons affirmer avec certitude que M. Edward Ashford repose toujours exactement là où il a été enterré il y a 2 ans. Son cercueil n'a pas été déplacé, et sa plaque en laiton portant son nom n'a pas été retirée de son emplacement d'origine. J'ai trouvé cette conclusion à la fois rassurante et déroutante. Mais Holmes, si la plaque signalétique de M. Ashford n'a pas été retirée de son cercueil, comment expliquez-vous son apparition dans la Tamise ce matin? Excellente question, mon cher ami, qui nous rapproche considérablement de la véritable nature de ce mystère. Holmes jeta un regard satisfait à la tombe intacte. Ce que nous avons établi ici élimine une explication possible et nous oriente résolument vers une autre. Lequel est, la plaque signalétique en laiton découverte par les hommes de l'inspecteur Bradshaw n'a jamais été fixée au cercueil de M. Ashford. Il s'agit vraisemblablement d'un double, créé spécialement pour donner de la crédibilité à l'extraordinaire performance de ce matin. Les implications de cette révélation m'ont frappé avec une force considérable. Vous voulez insinuer que quelqu'un a pris la peine de faire reproduire une plaque signalétique simplement pour étayer un canular élaboré? Ce n'est pas simplement un canular, Watson, mais une tromperie soigneusement orchestrée pour atteindre un objectif précis. La question à laquelle nous devons maintenant répondre est de savoir quel pourrait être cet objectif et qui est prêt à se donner autant de mal pour l'atteindre. Alors que nous nous apprêtions à quitter le cimetière, M. Crowe s'est approché de nous, visiblement inquiet. « Monsieur Holmes, êtes-vous certain que la tombe de M. Ashford n'a pas été touchée ?»« Absolument certain, » répondit Holmes fermement.
soyez assuré que ce monsieur continue de jouir de son repos éternel sans être dérangé. » Le soulagement se lisait sur le visage buriné du gardien. « Dieu merci, monsieur. » Une telle profanation aurait été inconcevable. Durant notre trajet de retour vers Baker Street, Holmes resta largement silencieux, ses traits anguleux affichant cette expression d'intense concentration qui indiquait que son esprit travaillait d'arrache-pied pour rassembler les pièces de notre énigmatique affaire. Je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre ses délibérations, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que nous approchions d'une compréhension cruciale des événements de la matinée. « Holmes », ai-je finalement osé dire, tandis que notre taxi sillonnait les rues animées du centre de Londres. Si le cercueil vu par ces trois hommes n'était pas celui de M. Ashford, alors quel était-il? Et comment expliquer l'apparente impossibilité pour un homme de se tenir debout sur un cercueil flottant? Mon compagnon sortit de sa rêverie et me fixa de son regard pénétrant. « Pour ce qui est de la première question, Watson, je soupçonne que nous avons affaire à un accessoire spécialement conçu pour la représentation de ce matin. Pour ce qui est de la seconde, je crois que la réponse réside dans le fait que ce que nos témoins ont vu n'était pas un homme debout sur un cercueil, mais plutôt quelque chose de tout à fait différent se faisant passer pour tel. Que veux-tu dire? Considérez les difficultés pratiques liées à ce qui a été prétendument observé. Un cercueil en bois, même lesté pour flotter à la verticale, serait intrinsèquement instable. Le moindre mouvement le ferait basculer ou rouler. Pourtant, nos témoins ont décrit un homme se tenant debout dessus avec une apparente aisance, agitant les bras de manière théâtrale. Cela me suggère que le cercueil ne flottait pas du tout librement, mais qu'il était ancré ou soutenu de manière à assurer sa stabilité. Mais comment un tel arrangement a-t-il pu être caché aux témoins? Holmes sourit d'un air sombre. Le brouillard, mon cher Watson, est le rideau de scène le plus efficace de la nature. Dans un brouillard suffisamment dense, même la machinerie la plus élaborée peut être dissimulée. Je soupçonne que ce que nos témoins ont vu était essentiellement une représentation théâtrale, montée spécialement pour eux. Mais pourquoi? Que pourrait-on espérer gagner d'une tromperie aussi élaborée? Telle est, Watson, la question qui est au cœur de toute cette affaire, et je soupçonne fortement que la réponse ne réside pas dans ce qui a été vu ce matin, mais dans ce qui s'est passé pendant que l'attention de tous était focalisée sur notre mystérieux cercueil flottant. Chapitre 4. Le conte de la veuve. Notre enquête nous a conduits jusqu'à l'élégante maison de ville de Belgravia, où Madame Margaret Ashford résidait depuis le décès prématuré de son mari 2 ans plus tôt. La résidence, une élégante bâtisse géorgienne de 4 étages, surplombant l'une des places les plus en vogue de Londres, témoignait avec éloquence du confort de la veuve. Holmes avait insisté pour rendre visite à Madame Ashford sans préavis, convaincu que les entretiens spontanés donnaient souvent lieu à des réponses plus sincères que ceux menés avec un préavis. Tandis que notre fiacre nous déposait devant l'imposante porte d'entrée, je ne pus m'empêcher de me demander quel accueil nous attendait et quel éclairage la veuve pourrait apporter aux événements extraordinaires de la matinée. Une gouvernante à l'air sévère nous ouvrit, dont l'air empesé suggérait qu'elle était habituée à repousser les visiteurs importuns. Cependant, lorsque Holmes présenta sa carte et expliqua que nous enquêtions sur une affaire concernant son défunt maître, elle nous fit entrer à contre-cœur dans un salon joliment décoré et alla chercher sa maîtresse. Lorsqu'elle apparut, Madame Margaret Ashford se révéla être une femme d'une 50aine d'années, dotée de cette prestance digne qui caractérisait les épouses de marchands prospères. Sa robe de deuil noir, bien que d'excellente qualité, portait des traces de longue date, suggérant que son chagrin pour son mari disparu demeurait sincère et profond. « Messieurs, dit-elle en s'installant dans un fauteuil à haut dossier avec une élégante sérénité, ma gouvernante m'informe que vous enquêtez sur une affaire concernant mon défunt mari. J'avoue que je suis perplexe quant aux implications d'une telle enquête, sachant que le pauvre Edward repose en paix depuis 2 ans. » Holmes se pencha légèrement en avant, d'un air à la fois respectueux et rassurant. « Madame Ashford, je comprends que cela puisse paraître très inhabituel, mais je vous assure que notre enquête est menée avec la plus grande sensibilité à votre perte. Ce matin,
Un incident s'est produit sur la Tamise impliquant ce qui semblait être un cercueil portant le nom de votre mari. Le visage de madame Ashford perdit si soudainement ses couleurs que je craignis qu'elle ne s'évanouisse. Ses mains agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil avec une telle force que ses jointures blanchirent sur le tissu sombre. « Sa plaque » murmura-t-elle. « Mais c'est impossible. Edward est enterré au cimetière de Highgate. Je me rends sur sa tombe tous les dimanches, sans exception. » « En effet, nous revenons du cimetière, » lui assura Holmes. « La tombe de votre mari est restée intacte. Nous pensons que quelqu'un a créé une copie de sa plaque pour des raisons que nous essayons de comprendre. » Le soulagement de madame Ashford était évident, même si elle restait profondément bouleversée par notre révélation. « Dieu merci, » souffla-t-elle. « Mais qui a pu faire une chose aussi terrible? Et pourquoi utiliserait-il le nom de mon cher Edward ?» Holmes l'observa attentivement, son regard perçant notant chaque nuance de son expression. « C'est précisément ce que nous espérons déterminer, madame. Pour nous aider dans notre enquête, pourriez-vous nous parler des affaires de votre mari? Avait-il des ennemis, des conflits qui auraient pu perdurer après sa mort ?» Madame Ashford se ressaisit avec un effort visible, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en dentelle. Edward était le plus honorable des hommes, monsieur Holmes. Son entreprise de transport maritime était menée avec la plus grande intégrité. Je ne peux imaginer que quiconque lui en veuille, et certainement pas au point de profaner ainsi sa mémoire. « Son entreprise de transport maritime » répéta Holmes avec intérêt. « Quel genre de marchandises M. Ashford importait-il » ? « Une variété de marchandises d'Orient, soie, épices, thé, porcelaine. Il avait noué d'excellentes relations avec des marchands de Hong Kong et de Singapour. Le commerce était plutôt prospère jusqu'à ce que... » Elle marqua une pause, une ombre traversant son visage. « Jusqu'à » demanda doucement Holmes. « Jusqu'à l'année précédant sa mort, lorsque plusieurs de ses navires périrent en mer. 3 navires en l'espace de 6 mois, tous chargés de précieuses cargaisons. Les indemnisations des assurances étaient compliquées. Edward passa ses derniers mois à régler divers problèmes juridiques liés à ses pertes. J'ai vu le regard d'Holmes s'aiguiser d'intérêt à cette révélation. 3 navires perdus en 6 mois, c'est remarquablement malheureux. Les causes de ces pertes ont-elles été déterminées ? 2 d'entre eux ont été attribués à des tempêtes en mer de Chine méridionale, répondit madame Ashford. Le 3e, le Meridian Star, a tout simplement disparu sans laisser de traces. Edward fut dévasté par les pertes, non seulement à cause de l'impact financier, mais aussi parce que plusieurs hommes de valeur y ont perdu la vie. Et les compagnies d'assurance ont honoré leurs obligations ? L'expression de madame Ashford devint troublée. Finalement oui, mais non sans une vive controverse. Des questions ont été soulevées sur les circonstances des pertes. Rien n'a jamais été prouvé, vous comprenez, mais les implications ont été extrêmement pénibles pour Edward. Je crois que le stress de ces derniers mois a largement contribué à son déclin. Holmes se renversa dans son fauteuil, ses doigts formant ce clocher caractéristique sous son menton. « Madame Ashford, votre mari a-t-il laissé des documents commerciaux, de la correspondance ou des archives susceptibles d'être liées à ces pertes de navires ?» Effectivement, Edward tenait un registre méticuleux de toutes ces transactions. Après sa mort, j'ai fait conserver ces papiers dans la bibliothèque à l'étage. Je n'ai pas pu me résoudre à m'en débarrasser, même si je n'ai jamais eu l'occasion de les examiner moi-même. Serait-il possible pour nous d'examiner ces documents ? Ils pourraient nous aider à déterminer qui aurait pu invoquer le nom de votre mari en lien avec l'incident de ce matin. Madame Ashford hésita, visiblement partagée entre son désir d'aider et sa réticence à laisser des étrangers fouiller les affaires privées de son mari. Finalement, sa dignité naturelle l'emporta. « Si vous pensez que cela pourrait contribuer à résoudre ce mystère, messieurs, vous pouvez bien sûr examiner les papiers d'Edward. Mais je vous préviens, son système de classement était connu de lui seul. » Elle nous conduisit à une bibliothèque bien équipée au 2e étage, où de nombreux cartons et classeurs contenaient les archives accumulées de l'empire commercial d'Edward Ashford. Holmes aborda la tâche avec la précision méthodique qui caractérisait toutes ses investigations, tandis que je l'assistais en organisant les documents selon ses directives.
Les documents révélaient le portrait d'un marchand prospère dont l'activité reposait sur une honnêteté scrupuleuse et des pratiques commerciales équitables. Les lettres de ses partenaires commerciaux témoignaient chaleureusement de l'intégrité d'Ashford, tandis que sa correspondance personnelle révélait un homme d'une compassion sincère, prenant au sérieux ses responsabilités envers ses employés et ses clients. Cependant, les documents relatifs à la dernière année de sa vie dressaient un tableau tout autre. La perte des 3 navires avait certes engendré d'importantes difficultés financières, mais les implications contenues dans diverses correspondances de compagnies d'assurance et documents juridiques étaient plus inquiétantes. « Watson, » dit Holmes à voix basse, brandissant une lettre à en-tête de Lloyd's of London, « écoutez ceci. Bien que nous reconnaissions la réputation de M. Ashford en matière d'honnêteté, les circonstances entourant la perte du Meridian Star soulèvent des questions qui doivent être examinées en profondeur avant qu'un quelconque règlement puisse être autorisé. »« Quel genre de questions ?» demandai-je. Holmes produisit un autre document. Selon le rapport de l'enquêteur, le Meridian Star aurait transporté une cargaison de soie et de porcelaine d'une valeur d'environ 50 000 livres. Cependant, des témoins présents au dock de Hong Kong ont juré que le navire était reparti avec des cales qui semblaient étrangement légères pour une cargaison d'une telle valeur. Les implications étaient profondément troublantes. Suggérez-vous qu'Ashford aurait pu être impliqué dans une fraude à l'assurance ? La suggestion a bel et bien été faite, répondit Holmes d'un ton sombre, même s'il semble que l'affaire n'ait jamais été définitivement résolue. Ashford est décédé avant la fin de l'enquête, et les compagnies d'assurance ont finalement accepté un arrangement à l'amiable plutôt que de poursuivre l'affaire. Ces révélations me troublaient de plus en plus. Le portrait d'Edward Ashford qui ressortait de sa correspondance commerciale était celui d'un honnête marchand poussé au désespoir par des circonstances indépendantes de sa volonté, mais les documents d'assurance laissaient entrevoir des perspectives plus sombres. « Holmes, dis-je, même s'il y avait des irrégularités dans les transactions commerciales d'Ashford, quel est le lien avec l'incident de ce matin sur la Tamise ?» Avant que mon compagnon ne puisse répondre, Madame Ashford apparut dans l'embrasure de la porte de la bibliothèque, le visage pâle d'anxiété. « Messieurs, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais un homme sonne à la porte et demande à vous parler. Il dit que c'est très urgent et que cela concerne l'affaire sur laquelle vous enquêtez. » Holmes et moi avons échangé un regard. « A-t-il donné son nom ?» a demandé Holmes. « Monsieur Reginald Hartwell, » répondit-elle. « Il dit être croque-mort. » Le nom m'a immédiatement frappé. Hartwell & Sons, c'est l'entreprise qui a fourni le cercueil d'Ashford. Holmes se dirigeait déjà vers la porte. En effet, Watson, le moment est bien choisi. Madame Ashford, pourrions-nous recevoir Monsieur Hartwell ici ? Dans la bibliothèque ? Quelques instants plus tard, nous fûmes rejoints par un homme distingué d'âge mûr, dont l'allure professionnelle et la tenue sombre le distinguaient incontestablement du monde des pompes funèbres. Reginald Hartwell possédait cette dignité particulière qui semblait naturelle à ceux qui côtoyaient quotidiennement la mort et le deuil. « Monsieur Holmes, » commença-t-il sans préambule, « je suis venu dès que j'ai appris l'incident de ce matin. L'inspecteur Bradshaw est venu me voir il y a moins d'1 heure pour se renseigner sur un cercueil censé porter le nom de Monsieur Ashford. »« Et qu'avez-vous dit à l'inspecteur ?» demanda Holmes. L'expression de Hartwell devint profondément troublée. « Je lui ai dit la vérité. Le cercueil de Monsieur Ashford est toujours là où nous l'avons placé il y a 2 ans. Mais il y a autre chose, quelque chose qui m'inquiète profondément. Il y a 3 semaines, quelqu'un a contacté mon établissement pour demander des informations détaillées sur les obsèques de Monsieur Ashford. » Madame Ashford laissa échapper un hoquet de surprise. « Quelqu'un a posé des questions sur les funérailles d'Edward ? Mais pourquoi ? » L'homme prétendait être un chercheur écrivant un livre sur les coutumes funéraires victoriennes, poursuivit Hartwell. Il s'intéressait particulièrement aux caractéristiques du cercueil de M. Ashford. Ses dimensions, le type de bois, les ferrures en laiton et surtout la plaque signalétique. À l'époque, je n'ai vu aucun inconvénient à fournir des informations générales, mais à la lumière des événements de ce matin, Holmes se pencha en avant avec attention. « Pouvez-vous décrire ce chercheur ? »
Un homme grand et bien habillé, d'une quarantaine d'années. Il parlait avec un accent cultivé, même si ses manières avaient quelque chose de théâtral. Il insistait beaucoup pour obtenir des détails précis, allant même jusqu'à demander à voir nos archives concernant l'inscription sur la plaque signalétique en laiton. Est-ce qu'il a donné son nom? Il s'est présenté comme le professeur William Blackwood et a déclaré être affilié à l'University College London. J'ai depuis mené une enquête et aucun professeur de ce type n'existe dans cet établissement. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit, même si le tableau complet restait désespérément flou. Quelqu'un avait manifestement déployé des efforts considérables pour recueillir des informations sur les funérailles d'Edward Ashford, sans doute pour créer la supercherie élaborée dont nous avions été témoins ce matin-là. « Monsieur Hartwell, » dit Holmes, « selon votre avis professionnel, serait-il possible de construire une réplique du cercueil de Monsieur Ashford en se basant sur les informations obtenues par ce faux professeur? » L'entrepreneur de pompes funèbres a soigneusement étudié la question. Avec les compétences et les ressources nécessaires, oui. Le cahier des charges qu'il a demandé fournirait toutes les informations nécessaires à la création d'une copie convaincante, y compris la plaque signalétique en laiton. Madame Ashford était devenue de plus en plus agitée au cours de cet échange. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi quelqu'un irait aussi loin. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer accomplir? Holmes se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, contemplant l'après-midi gris londonien. Je soupçonne, Madame Ashford, que la mise en scène élaborée de ce matin visait un objectif bien différent de ce qu'elle semblait être, alors que l'attention de tous était focalisée sur le spectacle impossible d'un homme debout sur un cercueil flottant. Le véritable but de la supercherie se déroulait ailleurs. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. Holmes se retourna vers nous, ses yeux gris brûlants de cette intensité particulière qui marquait les moments où il commençait à percevoir la solution d'un mystère. Pensez au timing, Watson. Il y a 3 semaines, quelqu'un a commencé à recueillir des informations détaillées sur les funérailles d'Ashford. Ce matin, une supercherie élaborée impliquant une réplique de son cercueil attire l'attention de la division de la Tamise et nous entraîne dans l'enquête. La question que nous devons nous poser est la suivante. Que se passait-il ailleurs à Londres pendant que nous étions tous concentrés sur le cercueil flottant? La logique était indéniable, mais les détails restaient terriblement flous. Avant que nous puissions répondre, la gouvernante de Madame Ashford réapparut dans l'embrasure de la porte, son visage habituellement calme, marqué par une détresse évidente. « Madame, » annonça-t-elle à bout de souffle, « je viens de découvrir que quelqu'un s'est introduit dans la maison. » Le salon a été saccagé. Chapitre 5. Le dessein du cambrioleur. Le salon, qui avait sans aucun doute été un modèle de bienséance victorienne à notre arrivée à la résidence Ashford, offrait maintenant un spectacle de destruction systématique. Des tiroirs avaient été arrachés de leurs armoires et leur contenu éparpillé sur le tapis persan, tandis que des livres avaient été retirés de leurs étagères et laissés en tas désordonnés un peu partout dans la pièce. Pourtant, malgré ce chaos, je percevais la nature méthodique de la fouille. Il ne s'agissait pas d'actes de vandalisme aveugle de simples criminels, mais de l'œuvre de quelqu'un en quête d'un objet précis. Holmes s'avançait parmi les décombres avec l'attention d'un chien de chasse à l'affût, son œil perçant remarquant des détails qui auraient échappé à un observateur moins expérimenté. Madame Ashford se tenait sur le seuil, le visage pâle sous le choc, tandis que M. Hartwell gardait le calme professionnel qu'exigeait sa profession, même si je voyais bien qu'il était profondément affecté par cette violation du domicile d'un client. « Madame Ashford » demanda Holmes sans lever les yeux de son examen. « Conservait-on quelque chose de particulièrement précieux dans cette pièce? Des bijoux, des documents importants, des objets de famille ?» La veuve se tordit les mains nerveusement. « Rien de très précieux, monsieur Holmes. Cette pièce contenait principalement de la correspondance, des comptes de ménage et quelques effets personnels d'Edward dont je ne pouvais me résoudre à me débarrasser après sa mort. »« Des effets personnels, » répéta Holmes avec intérêt. « Quel genre d'objet? » ?»« Sa montre de poche, quelques livres, quelques souvenirs de voyage. » «
Oh, et son coffre-fort personnel. Il le gardait derrière le portrait de son père. Elle désigna une grande peinture à l'huile accrochée de travers au mur, révélant un petit coffre-fort en fer derrière. Holmes s'approcha immédiatement pour examiner le coffre-fort, ouvert et vide. « Quand avez-vous ouvert ce coffre pour la dernière fois, madame Ashford ?»« Plus depuis la mort d'Edward, » répondit-elle tristement. « Je n'ai jamais su la combinaison, et il me semblait étrange de l'ouvrir. Edward disait toujours qu'il ne contenait rien de très important, juste des papiers personnels et quelques petits souvenirs. Pourtant, quelqu'un a estimé que son contenu valait la peine de prendre des risques considérables, observa Holmes. Il s'agenouilla près du coffre-fort, examinant son mécanisme et les alentours à la loupe. La serrure ne montre aucun signe de forçage. Celui qui a ouvert ce coffre connaissait la combinaison. Cette révélation fit froid dans le dos. Madame Ashford s'affala dans le fauteuil intact le plus proche, son visage reflétant la prise de conscience croissante que la violation de son domicile avait été perpétrée par quelqu'un connaissant intimement les affaires de son mari. « Mais comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Edward n'a jamais partagé cette combinaison avec qui que ce soit, pas même moi. »« Peut-être pas intentionnellement, » répondit Holmes, « mais il existe plusieurs façons pour une personne déterminée d'obtenir de telles informations. Dites-moi, votre mari avait-il des associés qui venaient régulièrement chez vous? Quelqu'un qui aurait pu l'observer ouvrir le coffre-fort » Madame Ashford réfléchit attentivement. Edward recevait occasionnellement des associés ici, notamment durant ces derniers mois, lorsqu'il s'occupait des questions d'assurance. Un homme est venu plusieurs fois, M. Marcus Whitmore, qui représentait certains intérêts du secteur maritime. Le nom m'a immédiatement frappé. Whitmore. Était-il apparenté à Thomas Whitmore, le batelier témoin de l'incident de ce matin? Madame Ashford parut perplexe. Je ne saurais dire, docteur Watson. Je n'ai rencontré M. Marcus Whitmore que brièvement, et je l'ai trouvé plutôt dérangeant. Il y avait quelque chose dans ses manières qui me mettait mal à l'aise, même si Edward semblait lui faire une confiance aveugle. Holmes s'était mis à examiner le contenu dispersé des tiroirs, fouillant papiers et effets personnels avec un soin méthodique. Soudain, il se redressa, affichant un vif intérêt. « Madame Ashford, parmi les papiers de votre mari, y avait-il des cartes ou des plans relatifs à ses itinéraires de navigation ?»« Oui, certainement. » Edward tenait des cartes détaillées de toutes les routes empruntées par ses navires. Elles étaient très précieuses, car elles indiquaient les passages les plus sûrs et les voies commerciales les plus efficaces, développées au fil de nombreuses années d'expérience. Et ces cartes étaient-elles conservées dans le coffre-fort? Certains d'entre eux, oui. Les itinéraires les plus importants, ceux indiquant l'emplacement des ports amis, des fournisseurs fiables et... Elle marqua une pause, son visage devenant troublé. « Et quoi d'autre ?» demanda doucement Holmes. « Il y avait des rumeurs, monsieur Holmes, mais Edward ne me les a jamais confirmées. Certains disaient que ces cartes indiquaient de bien plus que de simples routes commerciales. Elles indiquaient des emplacements où de précieuses cargaisons pouvaient être temporairement stockées, en période de troubles politiques en Orient. Les implications de cette révélation étaient stupéfiantes. Si Edward Ashford avait effectivement été impliqué dans la dissimulation de biens de valeur aux autorités ou aux douaniers, ces cartes auraient constitué des informations d'une valeur considérable pour les personnes concernées. Holmes échangea un regard significatif avec moi. « Madame Ashford, ces lieux de stockage, étaient-ils des mouillages secrets ou des entrepôts secrets ?» Je le crois, même si, comme je l'ai dit, Edward n'a jamais abordé ces questions directement. C'était un homme prudent, monsieur Holmes, et toutes les dispositions qu'il prenait l'étaient toujours, en pleine connaissance de cause et avec l'approbation des gouvernements concernés. Monsieur Hartwell, resté silencieux pendant cet échange, s'éclaircit la gorge avec diplomatie. Si je peux me permettre, messieurs, ceci expliquerait les soupçons des compagnies d'assurance concernant le Meridian Star. Si le navire avait été détourné pour décharger sa cargaison dans un lieu secret avant de disparaître officiellement, cela expliquerait les témoignages de témoins qui ont rapporté l'avoir vu quitter Hong Kong avec des cales apparemment vides. Exactement, acquiesça Holmes.
et si quelqu'un parvenait à consulter les cartes d'Ashford indiquant ses emplacements secrets, il détiendrait des informations susceptibles de lui permettre de découvrir un trésor considérable. J'ai eu du mal à concilier cette image naissante avec l'image du marchand, honnête que nous avions découverte dans la correspondance commerciale d'Ashford. Holmes, insinuez-vous qu'Ashford était impliqué dans une quelconque opération de contrebande? Il ne s'agit pas de contrebande au sens criminel du terme, Watson, mais plutôt d'une mesure de précaution légitime prise par de nombreux marchands opérant dans des régions politiquement instables. En cas de menace de troubles civils, les cargaisons de valeurs étaient souvent temporairement dissimulées jusqu'à ce qu'un transport sûr soit organisé. Cette pratique était parfaitement légale, à condition que toutes les parties soient dûment informées. Madame Ashford hocha lentement la tête. Cela concorde avec le peu qu'Edward m'a dit. Il a parlé de la nécessité de protéger les biens de valeur des pirates et des bouleversements politiques, et a précisé que de telles mesures étaient décourantes chez les marchands responsables. Holmes avait repris son examen de la pièce et se tenait maintenant devant la fenêtre, scrutant la cour derrière la maison. La question est désormais, qui parmi les associés d'Edward Ashford aurait possédé à la fois les connaissances nécessaires pour orchestrer la supercherie élaborée de ce matin et les informations nécessaires pour localiser et ouvrir son coffre-fort privé. Je pense à M. Marcus Whitmore, ai-je suggéré. Il avait accès à la maison, il a pu observer Ashford ouvrir le coffre-fort, et son nom de famille le relie à l'un des témoins de ce matin. Observation judicieuse, Watson, mais il faut se garder de présumer des liens familiaux sans preuve. Holmes se retourna pour faire face à la pièce. « Madame Ashford, vous souvenez-vous de l'adresse professionnelle de M. Marcus Whitmore? J'aimerais beaucoup lui parler. Je crois qu'Edward a conservé sa carte quelque part parmi ses papiers. Il faut cependant préciser que lors de sa dernière visite, quelques semaines avant sa mort, il y a eu une dispute entre eux. J'ai entendu des voix s'élever dans le bureau d'Edward sans pouvoir en distinguer les mots exacts. Cette information a complexifié notre enquête. Si Marcus Whitmore s'était disputé avec Ashford peu avant la mort du marchand, cela suggérait la possibilité de problèmes commerciaux non résolus qui auraient pu motiver le crime complexe de ce matin. Holmes avait trouvé ce qui semblait être une carte de visite parmi les papiers éparpillés. Marcus Whitmore, Maritime Consulting, bureau à Wapping, emplacement idéal pour quelqu'un impliqué dans le transport maritime. Et à proximité de la Tamise, ai-je ajouté, accès facile au fleuve pour la représentation théâtrale de ce matin. Alors que nous nous préparions à quitter la résidence d'Ashford, Holmes s'arrêta pour s'adresser à la veuve bouleversée avec sa courtoisie caractéristique. « Madame Ashford, je vous demande de prendre certaines précautions pour votre sécurité. Ceux qui ont déployé tant d'efforts pour obtenir le dossier médical de votre mari pourraient ne pas être satisfaits de ce qu'ils ont découvert aujourd'hui. Je vous recommande d'envisager de loger chez des amis ou de la famille jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. » La gravité dans la voix de Holmes exprimait clairement la gravité de la situation, et Madame Ashford hocha la tête avec une compréhension évidente. « J'ai une sœur à Brighton. Une brève visite serait peut-être la bienvenue. »« C'est très sage, » acquiesça Holmes, « et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement si quelque chose d'inhabituel se produit ou si vous vous souvenez de détails supplémentaires concernant les activités commerciales de votre mari. » Tandis que notre fiacre nous emmenait à travers les rues londoniennes plongées dans l'obscurité en direction de Wapping, je me suis surpris à réfléchir à l'extraordinaire complexité de cette affaire, qui avait débuté par un mystère apparemment si simple. Le cercueil flottant, qui avait d'abord semblé être un incident isolé, un canular élaboré ou une hallucination collective, se révélait n'être que la surface visible d'une conspiration bien plus profonde et dangereuse. « Holmes, » dis-je tandis que nous nous balancions ensemble dans l'espace confiné du taxi, « j'avoue que j'ai du mal à saisir l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire. Enquête-t-on sur un vol, une fraude ou quelque chose de plus sinistre ? » Le profil de mon compagnon était à peine visible dans le crépuscule, mais je percevais l'intensité de sa concentration. Tout cela, Watson, et peut-être plus encore. Nous avons affaire à un esprit criminel d'une grande sophistication,
quelqu'un qui a compris que le meilleur moyen de commettre un crime est de s'assurer que tout le monde regarde dans la mauvaise direction lorsqu'il se produit. Le cercueil flottant n'était qu'une distraction, un projet extraordinairement élaboré, nécessitant des semaines de préparation, une connaissance approfondie du passé de la victime et un talent théâtral considérable. Pourtant, tout cela visait à détourner l'attention d'un crime sans doute beaucoup plus simple, le cambriolage du coffre-fort de Madame Ashford. Mais pourquoi aller jusqu'au bout? Un simple cambriolage aurait sûrement été bien moins risqué. Holmes resta silencieux un long moment avant de répondre. Car, mon cher Watson, je soupçonne que le véritable crime n'était pas le vol de ces cartes, mais plutôt ce que quelqu'un comptait faire des informations qu'elles contenaient. Et pour cela, il devait s'assurer que leur vol ne serait pas découvert avant d'avoir eu le temps d'agir en conséquence. Les implications de cette observation m'ont rempli d'appréhension. Si quelqu'un avait effectivement obtenu des cartes secrètes indiquant l'emplacement de caches de trésors, il possédait désormais des informations susceptibles de lui permettre d'accéder à une fortune considérable. Une fortune accumulée grâce aux transactions commerciales légitimes d'un marchand honnête, mais qui pourrait désormais être récupérée par des moyens tout à fait illégitimes. Alors que notre taxi approchait des quais de Wapping, avec leurs forêts de mâts et de gréements à peine visibles dans l'obscurité brumeuse, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous approchions du cœur d'une conspiration bien plus complexe et dangereuse que tout ce que suggérait le mystère apparemment fantaisiste du cercueil flottant du matin. Chapitre 6. Le conspirateur maritime. Les bureaux du cabinet de conseil maritime de Marcus Whitmore occupaient un étroit bâtiment coincé entre une boutique d'avitaillement de navires et une taverne fréquentée par les marins marchands. Le bâtiment, comme beaucoup à Wapping, avait l'apparence usée par les intempéries, ayant résisté à des décennies de brouillard et de vents fluviaux sur la Tamise, sa façade en briques noircie par la fumée perpétuelle qui s'élevait des innombrables cheminées londoniennes. Alors que notre taxi s'arrêtait devant le bâtiment, Holmes examina l'établissement avec la même attention qu'il portait à chaque nouvel environnement. Les fenêtres du rez-de-chaussée affichaient des cartes marines et des horaires de navigation, tandis que les étages supérieurs laissaient entrevoir la douce lueur des réverbères à gaz, suggérant une occupation active malgré l'heure tardive. « Observez, Watson », murmura Holmes tandis que nous approchions de l'entrée. Le bâtiment présente des signes évidents de prospérité récente. La peinture est fraîche autour des fenêtres, les ferrures en laiton de la porte sont neuves, et ses luxueux rideaux en dentelle belge ornent les fenêtres du haut. L'activité de conseil de M. Whitmore semble connaître un succès remarquable. Un employé vint ouvrir. Un homme mince et nerveux dont les doigts tachés d'encre et le teint pâle trahissaient son penchant pour les livres de comptes et la correspondance. Son regard nerveux oscillait entre Holmes et moi, tandis que nous présentions nos lettres de créance. « Monsieur Whitmore est bien là », confirma le greffier, « mais il se prépare à partir pour un rendez-vous important. Je ne suis pas certain qu'il puisse consacrer beaucoup de temps aux visites. Veuillez informer Monsieur Whitmore que nous enquêtons sur une affaire liée à la succession d'Edward Ashford, » dit Holmes d'un ton calme et autoritaire. « Je suis sûr qu'il trouvera notre visite très éclairante. » Quelques instants plus tard, nous fûmes introduits dans un bureau élégamment aménagé, offrant une vue imprenable sur la Tamise. La pièce était dominée par un immense bureau en acajou recouvert de cartes, de calendriers de navigation et de correspondance, tandis que les murs étaient tapissés de cartes des principales routes maritimes du monde. Derrière le bureau était assis un homme qui attirait immédiatement l'attention par sa prestance et l'intelligence perspicace qui brillait dans ses yeux sombres. Marcus Whitmore était en effet une figure remarquable, grand et large d'épaules, avec des cheveux prématurément gris et le teint buriné de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps en mer. Sa tenue était celle d'un homme d'affaires prospère, mais il restait quelque chose du marin dans son allure, une qualité qui suggérait qu'il était plus à l'aise sur le pont d'un navire que dans un bureau londonien. « Messieurs, » dit-il en se levant pour nous saluer d'une main tendue, « j'ai cru comprendre que vous vous renseigniez sur le pauvre Edward Ashford. Une perte tragique pour la communauté maritime,
même si j'avoue que je suis perplexe quant à l'intérêt des enquêteurs pour ces affaires à ce stade avancé. » Holmes accepta la poignée de main offerte tout en examinant Whitmore avec ce regard pénétrant qui ne manquait jamais de mettre ses sujets mal à l'aise. « Nous enquêtons sur un incident survenu ce matin, impliquant ce qui semblait être le cercueil de M. Ashford flottant sur la Tamise. Je pense que vous pourrez peut-être nous éclairer sur cette affaire. » Pendant un instant, quelque chose brilla dans les yeux de Whitmore. De la surprise, peut-être, ou du calcul, mais son expression reprit rapidement son masque d'inquiétude polie. « Un cercueil dans la Tamise ? C'est extraordinaire, mais Édouard est sûrement enterré en toute sécurité au cimetière de Highgate. » « En effet, » confirma Holmes, ce qui rend l'incident de ce matin d'autant plus intrigant. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour créer une réplique du cercueil de M. Ashford, avec une plaque signalétique identique. La question est de savoir pourquoi. Whitmore s'approcha de la fenêtre, soi-disant pour contempler la rivière, mais je soupçonnais qu'il profitait de l'occasion pour rassembler ses pensées. Lorsqu'il se retourna vers nous, son attitude passa subtilement de la curiosité à la méfiance. « Je crains de ne pas pouvoir imaginer à quoi pourrait servir une tromperie aussi élaborée, » dit-il prudemment. « Les transactions commerciales d'Edward étaient parfaitement légitimes, comme vous l'avez sans doute découvert au cours de vos enquêtes. » « C'était parfaitement légitime, mais les compagnies d'assurance nourrissaient des soupçons quant à la perte du Meridian Star, » observa Holmes. « Des soupçons qui n'ont jamais été complètement dissipés avant la mort prématurée de M. Ashford. Les compagnies d'assurance étaient naturellement prudentes quant au règlement de sinistres aussi importants, » répondit Whitmore d'un ton posé. « Leurs soupçons étaient infondés, comme l'ont prouvé les enquêtes ultérieures. Edward Ashford était un homme d'une intégrité irréprochable. » Holmes examinait les cartes éparpillées sur le bureau de Whitmore, et il en prit une qui montrait les routes maritimes de la mer de Chine méridionale. « Vous semblez partager l'intérêt de M. Ashford pour les routes commerciales d'Extrême-Orient. Sont-elles basées sur ces cartes originales ?» La question sembla frapper Whitmore comme un coup physique. Son sang-froid se brisa légèrement, et je vis ses poings se serrer avant qu'il ne reprenne le contrôle de lui-même. « Je conserve les cartes de toutes les principales routes maritimes, » dit-il d'un ton sec. « C'est essentiel à mon activité de consultant. Ces cartes ont été compilées à partir de sources diverses sur de nombreuses années, y compris peut-être des informations obtenues auprès de la collection privée de M. Ashford, » suggéra Holmes avec une douceur trompeuse. La tension dans la pièce était devenue palpable. Le visage de Whitmore était rouge et sa respiration s'était sensiblement accélérée. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était rauque, révélant la tension qu'il subissait. « Je n'apprécie pas votre insinuation, monsieur Holmes. Ma relation d'affaires avec Edward Ashford s'est déroulée en toute bienséance. Si vous avez des accusations précises à formuler, je vous suggère de les formuler clairement. » Holmes posa la carte qu'il examinait et fixa Whitmore de ce regard gris-acier qui avait brisé le sang-froid d'homme plus fort que le consultant maritime. « Très bien, monsieur Whitmore. Je vous accuse d'avoir orchestré la supercherie élaborée de ce matin afin de détourner l'attention pendant que vous cambrioliez le domicile de Madame Ashford et voliez les dossiers médicaux de son défunt mari. Je suggère également que vous ayez fait en sorte que votre parent, Thomas Whitmore, soit positionné à l'endroit précis où votre représentation théâtrale serait la plus visible, afin que des témoins fiables signalent l'incident aux autorités. » Le visage de Whitmore était devenu pâle, mais sa voix restait ferme. « C'est une accusation grave, monsieur Holmes. J'espère que vous avez des preuves pour étayer ces allégations. »« Les preuves sont tout à fait convaincantes, » répondit calmement Holmes. « Votre prospérité soudaine, démontrée par les récentes améliorations apportées à ces locaux, suggère une nouvelle source de revenus. Votre connaissance approfondie des affaires d'Ashford vous a fourni les informations nécessaires à la création d'une réplique convaincante de son cercueil. Votre accès au domicile de Madame Ashford durant les derniers mois de la vie de son mari vous a permis d'observer et de mémoriser la combinaison de son coffre-fort privé. Et le plus accablant de tout, ajoutai-je, pris dans la logique de la déduction de Holmes, votre lien familial avec l'un des témoins garantit que quelqu'un en qui vous pourriez avoir confiance serait présent pour signaler l'incident, donnant,
Ainsi de la crédibilité à toute la tromperie. Whitmore resta silencieux un long moment, le visage parcouru d'émotions contradictoires. Finalement, il se dirigea vers un meuble derrière son bureau et en sortit une bouteille de cognac, se versant une généreuse mesure d'une main légèrement tremblante. « Messieurs, vous êtes remarquablement perspicaces, dit-il enfin, la voix lourde de résignation, même si j'avoue que votre reconstitution des événements contient certaines inexactitudes. » Holmes se pencha en avant, intéressé. « S'il vous plaît, éclairez-nous. » Whitmore but une longue gorgée de cognac avant de poursuivre. « Vous avez raison, j'ai organisé la représentation de ce matin. Et oui, j'ai profité de la distraction pour obtenir les dossiers d'Edward. Mais vous vous trompez sur mes motivations. » « Vraiment ? Alors, pourriez-vous m'expliquer ce qui vous a poussé à aller aussi loin ?» L'expression de Whitmore devint amère. « Justice, monsieur Holmes. Simple justice pour un crime resté impuni pendant 2 ans. » Cette réponse inattendue intrigua visiblement Holmes, qui se renfonça dans son fauteuil avec l'air d'un homme prêt à écouter une longue confession. Edward Ashford était un homme intègre dans la plupart de ses affaires, poursuivit Whitmore. Mais dans l'affaire du Meridian Star, il a commis un crime qui a coûté la vie à 17 hommes de bien, dont mon propre frère. Cette révélation m'a frappé comme un coup dur. Madame Ashford avait mentionné que des vies avaient été perdues lors du naufrage des navires de son mari, mais le lien personnel avec Whitmore ajoutait à l'affaire une dimension tragique que je n'avais pas anticipée. Mon frère James était second à bord du Meridian Star, poursuivit Whitmore, la voix lourde d'émotion. Le navire n'a pas coulé lors d'une tempête, contrairement aux rapports officiels. Il a été délibérément sabordé après que sa cargaison eut été retirée et dissimulée, dans le cadre d'une fraude à l'assurance complexe. Holmes haussa les sourcils. « Vous en avez la preuve ? » « J'ai le témoignage du seul survivant du navire, un marin chinois nommé Li Wei, qui a réussi à s'échapper avant que le navire ne coule. Il m'a raconté la vérité sur ce qui s'est passé, comment la cargaison a été déchargée secrètement dans un mouillage secret, comment le navire a ensuite été conduit en eau profonde et coulé avec tout le personnel à bord. Pourquoi ce marin n'a-t-il pas signalé ces faits aux autorités ? Le rire de Whitmore était amer. La parole d'un marin chinois contre celle d'un marchand anglais respecté. Li Wei savait qu'on ne le croirait jamais. Il est venu me voir uniquement parce qu'il avait servi sous les ordres de mon frère lors de précédents voyages et qu'il me faisait confiance pour obtenir justice. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté redoutable. Vous avez donc obtenu les cartes d'Ashford pour localiser le mouillage secret où était dissimulée la cargaison du Meridian Star ? Exactement. La cargaison valait 50 000 livres, une somme qui revient de droit aux familles des hommes morts, en la protégeant. J'ai l'intention de la récupérer et de faire en sorte que justice soit enfin faite. Holmes étudia Whitmore avec une fascination évidente. Pourtant, vous avez choisi de poursuivre cet objectif par des moyens criminels plutôt que par la voie légale. Quelle voie de recours ? S'exclama Whitmore avec véhémence. Ashford est mort avant d'avoir pu être traduit en justice, et les compagnies d'assurance se sont contentées de classer l'affaire sans autre enquête. Les autorités n'avaient aucun intérêt à poursuivre des poursuites fondées sur le témoignage d'un marin étranger contre la réputation d'un gentleman anglais décédé. J'étais partagé entre la sympathie pour la quête de justice de Whitmore et le dégoût pour la supercherie élaborée qu'il avait employée. Mais la mort de ces 17 hommes méritait sûrement une enquête en bonne et due forme. Ils méritaient justice, répondit Whitmore avec fermeté, et si la loi ne la leur rendait pas, je la chercherai par d'autres moyens. Holmes se leva de sa chaise et s'approcha de la fenêtre, contemplant les eaux sombres de la Tamise. « Monsieur Whitmore, si je comprends votre désir de justice, je ne peux cautionner les méthodes que vous avez employées. Madame Ashford est une femme innocente qui a suffisamment souffert des crimes présumés de son mari. Violer son domicile et voler ses biens aggrave la tragédie au lieu de la résoudre. » Les épaules de Whitmore s'affaissèrent sous le coup de la défaite. « Je ne prends aucun plaisir à affliger Madame Ashford, mais elle bénéficie d'une richesse acquise au prix du sang d'innocents. N'emporte-t-elle pas une part de responsabilité ? » « Elle n'est responsable que de ses propres actes, » répondit Holmes avec fermeté.
Et ces actes, d'après ce que nous avons pu observer, ont été tout à fait honorables. La pièce se tut, à l'exception des bruits lointains du trafic fluvial et du cri occasionnel d'une corne de brume résonnant sur l'eau. Finalement, Whitmore posa son verre de brandy et nous fit face avec une résignation évidente. « Et maintenant, messieurs, avez-vous l'intention de me livrer aux autorités ?» Holmes réfléchit attentivement à la question. « Cela dépend, monsieur Whitmore, de ce que vous comptez faire des informations que vous avez obtenues. Si votre intention est simplement de récupérer la cargaison volée et d'indemniser les familles des victimes, alors peut-être pourrons-nous trouver une solution qui rende justice sans aggraver les crimes déjà commis. Et si je refuse ? Je n'aurai alors d'autre choix que de signaler vos actes à l'inspecteur Bradshaw et de recommander que vous soyez poursuivi avec toute la rigueur de la loi. » Whitmore hocha lentement la tête. « Je comprends. Et j'apprécie votre volonté d'envisager des alternatives à l'arrestation immédiate. » Il se dirigea vers son bureau et sortit une carte roulée d'un des tiroirs. Elle indique l'endroit où la cargaison du Meridian Star était cachée. D'après le témoignage de Li Wei, elle devrait toujours s'y trouver, dissimulée dans une grotte marine sur une petite île au large de Hong Kong. Holmes examina la carte avec un vif intérêt. « Et vous proposez de monter une expédition pour récupérer ce trésor. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Un navire quitte Londres demain soir, et j'avais l'intention d'être à bord. » L'expression de Whitmore devint troublée. « J'avoue que votre intervention m'a obligé à reconsidérer la sagesse de cette décision. » Chapitre 7. Justice rendue. La résolution de l'affaire du cercueil flottant s'avéra aussi complexe et moralement ambiguë que le mystère lui-même avait été simple dans sa tromperie. À l'aube du lendemain matin, Holmes et moi nous retrouvâmes à bord d'un navire marchand dans le Pool of London, où nous assistâmes à une conférence extraordinaire entre Marcus Whitmore, Madame Margaret Ashford et l'inspecteur Bradshaw de la division de la Tamise. Holmes avait passé la nuit en intense consultation avec les différentes parties, usant de tout son considérable pouvoir de persuasion pour forger ce qu'il appelait une solution qui serve à la fois la justice et la clémence. La rencontre à bord du navire marchand Cassandra fut l'aboutissement de ses efforts. Madame Ashford, malgré son désarroi évident en apprenant la vérité sur la dernière entreprise de son mari, avait fait preuve d'un courage remarquable en acceptant de participer à la conférence. Elle était assise, calme et digne, dans la cabine du navire, sa robe de deuil noir contrastant fortement avec le chêne patiné et les garnitures en laiton qui nous entouraient. « Madame Ashford, » commença Holmes doucement, « vous avez maintenant entendu le récit de M. Whitmore sur l'incident du Meridian Star. Bien que nous ne puissions prouver ces allégations de manière définitive sans récupérer la cargaison cachée, les preuves circonstancielles suggèrent qu'elles pourraient bien être vraies. La question est maintenant de savoir comment procéder. » La voix de la veuve était ferme malgré la douleur évidente dans ses yeux. « Monsieur Holmes, si mon mari est bel et bien responsable de ces morts, alors je ne peux en toute conscience tirer profit d'un crime aussi terrible. L'argent qu'il m'a laissé a été gagné honnêtement pendant de nombreuses années, mais si une partie provient d'une fraude à l'assurance. » Elle marqua une pause, se demandant ce que cela impliquait. Alors cette part revient de droit aux familles des hommes décédés. L'inspecteur Bradshaw, qui avait écouté toute la procédure avec une perplexité évidente, s'éclaircit la gorge avec diplomatie. « Madame Ashford, même si vos sentiments vous honorent, nous devons garder à l'esprit que ces allégations restent sans fondement. Les actes de M. Whitmore hier, aussi compréhensibles que soient ses motivations, n'en étaient pas moins de nature criminelle. » « En effet, » reconnut Holmes. « Cependant, je crois que nous pouvons trouver une solution qui s'attaque à la fois au crime initial et à ses conséquences. » Il se tourna vers Whitmore. « Vous avez organisé un voyage vers Hong Kong pour récupérer la cargaison cachée. Madame Ashford a exprimé sa volonté de veiller à ce que les fonds récupérés parviennent à leur destinataire légitime. L'inspecteur Bradshaw représente les intérêts de la justice et de la loi. Je propose que nous combinions ces éléments. » Whitmore se pencha en avant, manifestement intéressé. « Que suggérez-vous, monsieur Holmes ?
Que Madame Ashford finance votre expédition à Hong Kong, vous nommant ainsi son agent officiel pour la récupération des biens susceptibles d'appartenir légitimement à la succession de son mari. L'inspecteur Bradshaw vous fournira les documents nécessaires, garantissant ainsi la légalité de vos actions. Toute cargaison récupérée sera ramenée à Londres, où son sort pourra être déterminé par les voies légales appropriées. La proposition fut accueillie par un silence pensif, chacun des partis en considérant les implications. Finalement, Madame Ashford prit la parole. « Monsieur Whitmore, malgré la violation de mon domicile, je comprends que vos actions étaient motivées par le chagrin et un désir de justice. S'il existe effectivement une cargaison cachée représentant le produit du crime de mon mari, je souhaite qu'elle soit récupérée et répartie équitablement. Je financerai volontiers une telle expédition. » Le visage de Whitmore exprimait un mélange complexe d'émotions, gratitude, honte et une colère persistante qui mettrait visiblement du temps à se dissiper. « Madame Ashford, votre générosité est plus que je ne le mérite. Je vous donne ma parole que je mènerai cette mission en toute honnêteté et que je reviendrai avec un compte-rendu complet de tout ce qui aura été récupéré. » L'inspecteur Bradshaw acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Et je veillerai à ce que les documents nécessaires soient préparés, ce qui fera de cette opération de sauvetage une véritable opération plutôt qu'une chasse au trésor. La loi sera respectée et justice sera enfin rendue. » Holmes sourit avec une satisfaction évidente. « Excellent. Il ne reste plus qu'à aborder la question de la représentation théâtrale d'hier. Monsieur Whitmore, j'espère que vous veillerez à ce que votre cousin Thomas comprenne la véritable nature de ce dont il a été témoin, et qu'aucune autre tromperie ne sera nécessaire. »« C'est déjà fait, monsieur Holmes. Thomas a été horrifié d'apprendre qu'il avait participé involontairement à un complot criminel. Il a accepté de fournir aux autorités un compte-rendu complet de son implication réelle. Alors que la conférence se terminait et que nous nous apprêtions à retourner à Baker Street, je me suis retrouvé à réfléchir à l'extraordinaire complexité de la nature humaine révélée par cette affaire. Edward Ashford, le marchand respecté dont l'apparente intégrité avait masqué un crime terrible. Marcus Whitmore, le frère en deuil dont la quête de justice l'avait conduit à élaborer une tromperie. Margaret Ashford, la veuve dont la grâce, malgré la pression, avait transformé une tragédie potentielle en une opportunité de rédemption. « Holmes, dis-je tandis que notre fiacre nous transportait à travers les rues éveillées de Londres, croyez-vous que Whitmore trouvera réellement la cargaison cachée ?» Mon compagnon resta silencieux un long moment, son profil net se découpant sur la lumière grise du matin. « Je crois qu'il trouvera quelque chose, Watson. Reste à savoir si ce sera le trésor qu'il cherche ou simplement le dernier chapitre d'une triste histoire. Mais l'important est que cette tentative soit menée honnêtement, avec l'autorité requise, et avec l'intention de servir la justice plutôt que la vengeance. Et si la cargaison n'est pas là, si le témoignage de Leeway s'avère faux, ou si le trésor a déjà été réclamé par d'autres, au moins, Madame Ashford aura la satisfaction de savoir qu'elle a tout fait pour réparer les torts de son mari, et Whitmore aura poursuivi sa quête de justice par des moyens légaux plutôt que criminels. Parfois, Watson, la volonté de faire le bien est plus importante que son succès final. 3 mois plus tard, nous avons appris que le Cassandra était rentré à Londres avec une importante cargaison récupérée à l'endroit indiqué sur les cartes d'Edward Ashford. Le trésor s'est avéré être exactement celui décrit par Leeway. De la soie, de la porcelaine et des métaux précieux d'une valeur de près de 40 000 livres. Après déduction des frais d'expédition, le reste a été distribué aux familles des victimes du Meridian Star, leur offrant ainsi une certaine compensation pour leurs pertes. Marcus Whitmore utilisa sa part des bénéfices de l'expédition pour créer une fondation caritative pour les familles des marins marchands disparus en mer. Madame Ashford, les dettes de son mari envers la justice enfin payées, se retira dans un modeste cottage à Brighton, où elle vécut tranquillement mais avec bonheur pendant de nombreuses années. Quant au cercueil flottant qui avait déclenché notre enquête, il fut finalement retrouvé échoué sur une vasière près de Greenwich. Il s'agissait d'un accessoire ingénieux, capable de supporter le poids d'un homme tout en semblant flotter librement sur l'eau. Le homme
aperçu par nos 3 observateurs, était un mannequin astucieusement conçu, actionné par des mécanismes cachés, un chef-d'œuvre théâtral qui avait parfaitement rempli son rôle de diversion. « Vous savez, Watson, » remarqua Holmes tandis que nous examinions les rapports finaux de l'affaire, « cette enquête m'a rappelé que les mystères les plus complexes sont souvent les crimes les plus simples, dissimulés par des tromperies complexes. Un simple cambriolage est devenu une apparition impossible grâce à un talent théâtral et à un timing précis. Et la quête de justice s'est transformée en complot criminel en raison de l'absence d'alternative légale, ai-je ajouté. On peut se demander combien d'autres mystères apparents pourraient être résolus si nous nous intéressions non pas à ce qui paraît impossible, mais à ce que certains souhaitent garder secret. » Holmes sourit et prit sa pipe. « Exactement, mon cher. Le cercueil flottant n'a jamais été le véritable mystère. Il n'était que le rideau derrière lequel se jouait le véritable drame. Et finalement, je crois que nous avons réussi à faire en sorte que ce drame se termine par une sorte de justice pour tous. » Alors que je posais ma plume et relisais ce compte-rendu de l'un de nos cas les plus inhabituels, je me suis senti reconnaissant que la combinaison unique de génie analytique et de flexibilité morale de Holmes nous ait permis de démêler non seulement le mystère du cercueil flottant, mais aussi l'énigme plus complexe de la manière dont la justice pourrait être rendue lorsque la loi s'avère inadéquate pour faire face à la tragédie humaine. Le brouillard qui avait enveloppé Londres ce matin de novembre s'était depuis longtemps dissipé, mais le souvenir de l'affaire demeurait présent, nous rappelant que la vérité, aussi étrange soit-elle, est toujours plus simple que les tromperies élaborées que nous créons pour la dissimuler. Et parfois, le plus grand mystère n'est pas ce qui s'est passé, mais pourquoi quelqu'un a voulu nous faire croire qu'il s'était passé quelque chose de totalement différent. Ainsi s'est conclue l'affaire du cercueil qui flottait, non pas par l'arrestation spectaculaire d'un cerveau criminel, mais par la satisfaction tranquille de voir justice rendue, grâce à la compréhension, au pardon et à la coopération de toutes les parties, pour réparer d'anciens torts. C'était peut-être la solution la plus appropriée à un mystère qui avait commencé par une apparition impossible, et s'était terminé par la réalité si humaine du deuil, de la justice et de la rédemption. La fin.